Parler d'un risque de génocide. Pour nous, ce génocide, il est avéré. Il y a déjà 33 000 morts, 12 000 enfants morts. On essaie de faire disparaître la culture palestinienne et les Palestiniens de leur terre. Il faut que cela cesse. Il faut qu'il y ait un cessez-le-feu au plus vite. Alors, qu'est-ce qui vous considérez qu'on peut dire comme ça, avec sans aucune précaution, qu'un génocide, c'est-à-dire la volonté délibérée de supprimer un peuple pour des raisons ethniques ou religieuses, que c'est ce qui est en train d'arriver à Gaza? Je pense que la précaution elle nous impose surtout quand il y a une population qui est affamée, qui est bombardée, qui est déplacée et qui peu à peu, après 75 ans de colonisation, est chassée de son territoire. La précaution nous impose de faire attention au risque de génocide qu'il y a. Et nous, nous voulons qu'il y ait un génocide. Vous avez dit un génocide. Alors, C'est pour ça que vous dire, et j'essaie d'être le plus nuancé possible. Bien sûr, dans ce que je dis là. Les instances de droit international ont parlé d'un risque de génocide. Pour nous, ce génocide, il est avéré. Il y a déjà 33 000 morts, 12 000 enfants morts. On essaie de faire disparaître la culture palestinienne et les Palestiniens de leur terre. Il faut que cela cesse. Il faut qu'il y ait un cessez-le-feu au plus vite. Alors, 34 000, je rappelle le chiffre donné par le ministère de la Santé à Gaza, plus de 34 000 personnes tuées. Mais effectivement, c'est pas la même chose de parler de génocide. Là encore, les mots ont un sens et de risque génocidaire. Amnesty International parle de risque génocidaire, par exemple, et ne parle pas de génocide. Mais bien sûr, parce que le droit international est une arme pour se prémunir contre les génocides. Il est normal alors que ces organisations-là de droit international utilisent le mot de risque de génocide pour alerter. Je peux vous poser une Mais en autre question. revanche, il y a d'autres faits qui montrent que c'est un Je peux génocide. vous poser une autre question. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu ces scènes-là de mobilisation très forte de la communauté étudiante dans la foulée du 7 octobre? Parce que justement, suite au 7 octobre, comme suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, eh bien, l'université a pris ses dispositions. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, dans les 24 heures, les partenariats avec les universités russes ont été rompus. Après le 7 octobre, une minute de silence a été accordée pour les victimes civiles israéliennes et c'est très bien. Mais maintenant, il faut pas que... Attendez, mais il y a eu aussi une minute de silence à Sciences Po pour les victimes civiles palestiniennes. Mais ce n'est pas la direction ne voulait pas qu'elle ait lieu. Elle a Bien sûr refusé. que si, Et c'est grâce à la mobilisation des étudiants qu'on a pu la mettre en place. Donc ça montre que mettre la pression, cela fonctionne. Ça venait pas de la direction. La direction n'a pas voulu. Institution de Sciences Po. Institution de Sciences Po, le mail dans lequel on nous dit qu'il y aura bien une minute de silence pour les victimes à Gaza et les attentats terroristes perpétrés en Israël. Donc vous n'êtes pas allé y aller, c'est une chose. Maintenant dire qu'il n'y a pas eu, c'en est une autre. Quand cela a-t-il eu lieu? 7 mois après le 28 mars. C'est honteux. Vous dites que ça 7 mois arrivait après trop le début. tard. Mais évidemment, Mais vous ça auriez arrivait pas trop vu- tard. Et heureusement que nous on l'organisait, qu'on était là et que finalement on a mis la pression et ça a fonctionné. Et que ça n'aurait donc, pas il faut eu lieu qu'on si vous continue. n'aviez pas mis la Ça n'aurait pression. pas eu lieu. Et de même que les revendications qu'on demande, on ne les obtiendra que si on continue à bloquer, que si on continue à mettre la pression. Et c'est ce qu'on va faire. Et vous comprenez